les entreprises sont exactement dans cette même dynamique. C'est-à-dire que pour survivre, pour se développer, elles doivent changer, elles doivent mourir sur certains éléments, renaître sur d'autres. Donc pour moi, le changement fait vraiment partie de la vie biologique de toute entreprise. Je pense que les principaux facteurs de changement, ce sont quand même les demandes des clients, enfin les demandes externes. Il peut y avoir des changements qui sont bien sûr liés par exemple à l'évolution internationale, mais de façon générale, il y a beaucoup quand même de changements qui viennent de la société, des clients, des demandes et de l'évolution de la société en général. Ici, pour moi, dans le changement, il y a les résultats opérationnels, bien sûr, dans le cadre de l'entreprise, ça s'impose. Le facteur clé néanmoins pour moi est le facteur humain. Comment mieux réussir les changements. Et je pense qu'il faut intégrer dans tous les projets la dimension du contexte. On n'a plus droit à l'erreur sur les changements unitaires et l'accompagnement de ces changements unitaires. Pour mieux réussir le changement au niveau organisationnel, ce qui est important, c'est qu'on ait une vision globale et intégrée de toutes les transformations qui se passent à court, moyen et long terme dans l'organisation. À mon avis, on s'appuie sur le collaboratif, donc au-delà de la participation, de la coopération, une vraie collaboration pleine et entière de l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit la strate hiérarchique ou la fonction. Nous avons aujourd'hui de nombreux changements à gérer et à accompagner. Des changements qui sont des changements aussi bien aujourd'hui sur les postes de travail des collaborateurs, sur des nouveaux outils qui nous sont livrés, mais aussi des changements de comportement vis-à-vis de nos collaborateurs pour mieux traiter notre clientèle, et puis aussi des changements aussi dans nos fonctions d'animation au sein des directions commerciales. Voilà. Je dirais peut-être pas de plus en plus, mais de nombreux changements à une cadence assez rapide. Le contexte économique incite à des rapprochements et à des modifications donc structurelles. On a aussi les réformes réglementaires qui nous impactent, qui nous impactent dans nos stratégies commerciales et dans notre relation client. Et on a aussi toute l'évolution des technologies, le multicanal, la mobilité. Voilà, et nos clients sont de plus en plus exigeants, veulent un peu tout de suite. Je fais vraiment la distinction entre des changements de ce que les sociologues appellent le type 1, c'est-à-dire changement de contexte, changement de savoir-faire ou changement de compétences métiers, on va dire, qui sont des changements habituels. On change de lieu, on déménage le siège social, on apprend un nouvel ERP, etc. Qui sont vraiment pour moi, c'est des changements qui se gèrent d'une manière classique, avec de la formation, avec du management, etc. Et en revanche, moi, ce qui est ma spécialité, ce sont les changements de niveau 2, c'est-à-dire des changements où là, on va changer la valeur, l'identité, la représentation que les collaborateurs se font de leur métier. Et là, ce type de changement que je qualifierais presque de transformation sont effectivement de plus en plus nombreux. Moi, je travaille au sein d'une direction des systèmes d'information et en fait, le changement par nature, par rapport à notre métier, il est récurrent. En prenant une échelle de temps de 5 ans, 10 ans, je constate vraiment une accélération des changements. Pour plusieurs raisons. Le changement qui est induit par la concurrence internationale, qui bouge beaucoup, et le fait, je pense, d'être confronté à l'international élargit le champ de la concurrence et donc multiplie les besoins et les incitations au changement. Nous sommes confrontés aussi à une grande gamme de clients, tu le disais, du particulier à la multinationale, qui nous oblige à être sur tous les fronts en même temps. Nous étant banque universelle, Société Générale a l'obligation d'être en réactivité très forte sur tous ces métiers, sur tous ces segments de clients. Et puis troisième raison, la transformation que nous voulons insuffler en voyant notre stratégie à 3 ans, à 5 ans ou à 10 ans, on voit loin, nous oblige à commencer maintenant beaucoup de choses pour se transformer. On a aujourd'hui 1,4 milliard d'investissements, notamment pour les raccordements des énergies renouvelables. On a des attentes de nos clients beaucoup plus importantes. Tout cela dans une situation un peu contrainte, puisque le tarif est régulé et on n'a pas toutes les marges de manœuvre qu'on souhaiterait. Et donc cela conduit l'entreprise à engager un certain nombre de changements. Alors, un changement technologique, de SI, pour accompagner nos clients, des changements aussi pour réussir nos investissements.
Et aussi pour améliorer la performance, puisqu'on doit faire beaucoup plus avec autant d'effectifs. Donc on a tout un volet de changements divers, SI, organisationnels, fonctionnels, et aussi en termes d'évolution de compétences dans une période où on a 30% de gens qui vont partir en inactivité dans les 5 prochaines années, quoi. Alors, quand on travaille dans une entreprise de cette taille-là, on aurait tendance à dire que le changement nous est imposé. Mais après, je pense qu'au niveau des agences, nous sommes les acteurs du changement. Voilà. Sur cette année 2013, on a bien avoir 5-6 changements importants à gérer. On a intégré dans nos modes de fonctionnement ces changements, ce qui fait que quelque part c'est pour certains quasi transparent puisque c'est une dynamique qu'on entretient en permanence. Nous nous posons la question du trop de transformation. Donc là, à la fois dans notre capacité de la générer raisonnablement, bien pensée, bien construite, et dans la capacité d'absorption de nos structures ou de nos collègues. C'est pas évidemment pour la beauté de la transformation que nous changeons, c'est parce que nous attendons des résultats mesurables. Alors dans le changement de niveau 2, nul n'a le pouvoir de changer l'autre. C'est-à-dire, je fais souvent l'analogie avec un fumeur de cigarettes, on a beau savoir que ça sent mauvais, que ça coûte cher, qu'on peut mourir plus jeune, que nos parents, nos enfants, notre femme, qui sais-je, nous demandent d'arrêter de fumer, on arrête de fumer que lorsqu'on l'a décidé soi. Dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. Ça sert à rien qu'un patron dise il faut que vous soyez plus ceci, moins cela, etc. Si nous-mêmes n'avons pas décidé de changer, le changement ne se fera pas. Donc si la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que personne n'a le pouvoir de nous faire changer, Mandela a 27 ans de prison, c'est qu'en revanche, nous avons tous le pouvoir de changer. Et nous changeons quand ? Nous changeons quand nous expérimentons de nouvelles façons de faire et que nous y trouvons une nouvelle valeur ajoutée. Avant, une organisation, ça pouvait durer 10 ans. Disons aujourd'hui, une organisation, et pour répondre aux besoins, comme je disais, du client, ce sont des organisations qui vont être modifiées peut-être tous les 5 ans, peut-être moins. Il y a deux types d'attitudes par rapport au changement au niveau du corps social. Tout ce qui va toucher évolution technologique, accompagnement nouvelles technologiques, attente des clients, voilà, à titre d'exemple, quand il faut réussir nos investissements, quand il faut raccorder des nouveaux clients, on a un corps social, voilà, marqué par sa culture de service public, qui est prêt à répondre et qui est prêt à faire des efforts. Là où nous sommes en difficulté, c'est dès qu'on va vouloir toucher à des changements organisationnels. Alors ça crée toujours une peur, la résistance au changement. Alors il faut absolument éviter de le subir, et c'est pour ça aussi que l'organiser, l'anticiper, je pense que c'est vraiment l'anticipation qui est un élément clé de tout ça, c'est qu'il faut savoir appréhender ces changements le plus tôt possible pour les expliquer, bien montrer ce qui va changer et aussi ce qui ne changera pas. Il faut créer des espaces-temps suffisamment sécurisés pour pouvoir se dire qui on est, ce que l'on veut, quel est le sens de ce que l'on fait. La revue des processus est une activité particulièrement importante et critique pour que ça fonctionne bien. Les gens ont l'occasion à ce moment-là de pouvoir peut-être mourir à des façons de faire et renaître à des nouvelles façons de faire. Savoir organiser l'écoute, être connecté du terrain et savoir aussi organiser les remerciements, la reconnaissance et les réussites. Voilà, à un moment donné, dire le changement a eu lieu, on a passé un cap et remercier, féliciter les personnes qui ont contribué. Il existe pour moi une distribution de ce qu'on appelle le pouvoir de prescription. L'organisation, dans son choix stratégique, va définir ce qu'elle veut mettre en œuvre. Mais dans ce qu'elle veut mettre en œuvre, il y a également des choses qui vont devoir être laissées à la production collective du terrain, des acteurs opérationnels qui vont définir eux-mêmes un certain nombre de réalisations opérationnelles de la conduite de ce changement. Eh bien, ne pas négliger évidemment ces phases qu'on oublie souvent, qui sont ces phases de cadrage et de diagnostic. Être attentif aussi à la pérennisation et bien sûr co-construire avec tous les acteurs, pas uniquement dans un esprit de dialogue social avec les organisations syndicales, mais sans oublier évidemment tous les acteurs du projet.
En Amérique du Nord, on a une réalité où la gestion du changement se fait parfois dans un secteur informatique et d'autres fois dans un secteur de ressources humaines. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que c'est une collaboration entre les deux pour mieux gérer l'aspect humain et aussi l'aspect processus et technologique. Savoir être concret. On peut avoir dans le management, dans le change management, de très belles idées, de très beaux concepts, de très belles communications. Je crois qu'il faut être très vite descendre dans le concret, dans ce qui sera mesurable, dans ce que les gens vont sentir, voir, notamment pour donner peut-être des résultats à court terme. Si une action de changement prend plusieurs mois, est-ce que je suis capable déjà au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, de donner des résultats, d'encourager, de montrer tout ce qui a été accompli pour donner envie de continuer. Voilà, dès que ça va toucher au geste professionnel, à ce qu'on a fait, à ce qu'on a construit, ce qu'on a l'habitude de faire, voilà, là c'est plus compliqué et là ça résiste. Ne pas négliger la conduite du changement et à bien la marquer dans les projets. On est dans un modèle de vouloir changer parfois les organisations de manière un peu à la mode ingénieur, hein, c'est-à-dire je réfléchis à la meilleure organisation et j'essaye de la mettre en place. Et aujourd'hui, avec des salariés qui ont construit une part de leur activité, cette imposition qui est managériale pour changer les organisations ne passe jamais. Les salariés, par rapport à leur travail, ils veulent avoir leur mot à dire, ils veulent pouvoir intervenir, ils veulent pouvoir modifier ce qui est proposé. Marquer des étapes, donner une vision dans le temps des choses, délivrer aussi des résultats. Dans notre rôle de directeur de groupe d'agence, effectivement, il y a une dimension importante et une confiance qui est donnée par la hiérarchie. Et ça, effectivement, c'est très important de se sentir à l'aise, qui, là-dessus, nous fait confiance pour accompagner au mieux les collaborateurs. Il serait peut-être préférable d'avoir des plannings peut-être plus resserrés, de manière à ce que ça ne génère pas auprès des collaborateurs de l'inquiétude ou de l'attente pour les collaborateurs qui sont concernés. Subi ou choisi, le changement est toujours en tant qu'être humain un inconfort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déléguer le changement. On ne peut pas dire donnez-moi une compétence, je vais prendre un consultant interne, je vais prendre un spécialiste. On peut bien sûr se faire aider de consultants externes, internes. Mais la posture du manager est essentielle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, même travailler soi-même, parce que souvent, on se laisse embarquer par l'opérationnel et on peut avoir tendance à ne pas être aussi présent que possible. On a une grande part d'acteurs qui ne savent pas est-ce qu'ils vont être pour ou est-ce qu'ils vont être contre. Et c'est ces acteurs-là où il faut vraiment être à l'écoute. Je le dis souvent aussi, être à l'écoute des râleurs. Être à l'écoute des râleurs, parce que les râleurs, souvent, ce sont des gens qui osent exprimer tout haut, ce qu'une grande majorité des personnes n'expriment pas. Comment augmenter sa capacité à changer? À mon sens, en se permettant d'être soi-même, donc en travaillant sur soi, pour être soi dans le contexte de l'organisation de façon pleine et entière. Et donc, je pense que ça contribuerait à mieux réussir les changements par la capacité à changer. Et accepter qu'on déconstruit pour reconstruire, c'est-à-dire accepter le renoncement pour aller chercher autre chose de nouveau, d'innovant. Et c'est bien cet ensemble de personnes qui vont se rencontrer et qui vont avoir cette capacité à déconstruire pour reconstruire qui va créer cette richesse du changement. Et il est nécessaire de définir ce que j'appelle moi une zone de développement, c'est-à-dire que les acteurs ne peuvent pas forcément tout de suite atteindre le niveau stratégique que l'on a défini, et donc il faut identifier les différents paliers successifs par lesquels on va pouvoir les accompagner dans cet apprentissage progressif. C'est que quand on essaye de travailler, parce que moi j'accompagne le changement, quand on essaye de travailler sur un retour d'épisodes remarquables de leur vie professionnelle, les gens savent très vite identifier les moments où ils ont eu vraiment du plaisir à travailler et se dégagent de là des qualités qu'ils ont su mettre en œuvre. Et au travers de ces qualités, il y a un socle de valeurs qui sont ainsi déterminées et qui peuvent être des valeurs également pour l'individu, mais également pour l'entreprise. Au niveau de gestion de projet, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une gestion transversale des portefeuilles de projets, non pas seulement au niveau budgétaire, mais mieux encore au niveau des impacts
que ces projets-là ou ces transformations-là ont sur les différentes populations? C'est effectivement après suivre la façon dont le changement est vécu, l'annoncer, le transmettre, ça c'est assez facile. Mais après le dernier degré, on considère que c'est presque acquis, mais en fait il faut creuser pour être sûr que c'est vraiment acquis. Donc du coup, comment développer cette envie de changement? Et on sait bien que quand on nous promet que le changement, ça va nous apporter plus de ceci, plus de cela, on ne raisonne pas comme ça. On raisonne d'abord, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que ça va me coûter? Donc pour développer cette envie de changement, la seule méthode que je connaisse, c'est vraiment de partager le sens, les enjeux, et sans se voiler la face, mais de rendre tout de suite acteurs les gens qui vont être concernés. Donc changer, c'est forcément se bousculer un petit peu. Et donc en créant ce lieu sécurisé dans lequel les collaborateurs vont être autorisés à travailler en hors normes, c'est-à-dire vraiment partir de feuilles blanches, d'aller explorer d'autres pistes, de faire du benchmark, etc. Et ensuite, de ce laboratoire, basculer dans ce que les ingénieurs appelleraient prototype. Nous, je vais appeler plutôt ça expérimentation. Avec cette expérimentation, on va embarquer plus de collaborateurs. Ce qui est important, c'est que tout le monde fasse le chemin. Des actions clés, ça a été, par exemple, en amont, très en amont, d'expliquer les raisons. C'est-à-dire que de monter et de faire en sorte que des groupes de travail soient montés et qu'on écoute beaucoup les acteurs du terrain. C'est qu'on a pris beaucoup plus de temps en amont, avant d'arriver à la solution finale, pour travailler à destination de deux populations. Ces deux populations, c'est les managers de proximité et les organisations syndicales. On veut que le salarié qui parle à un manager de proximité sur un changement, on veut que ce manager de proximité puisse parler du projet. Et les organisations syndicales aussi, il faut qu'on prenne du temps en amont d'une décision d'un projet pour les associer, pour les écouter. On ne se transforme pas pour se transformer. On ne change pas comme ça les organisations pour faire un nouveau modèle, quel qu'il soit, ils sont la plupart du temps bons. Là, c'était une volonté vraiment d'anticiper les besoins du groupe et à travers l'ambition du plan d'entreprise. Si y a saturation quand les gens sont pas associés et ne comprennent pas le changement. Pour m'améliorer dans mes techniques de changement, je pense que j'aurai à savoir écouter davantage, prendre des pauses, laisser du silence. J'essaierai de plus écouter mes collaborateurs, écouter leurs ressentis, les questionner certainement plus encore, et surtout écouter leurs remarques. Et prendre un petit peu plus de temps. Si on doit dire qu'il y a un axe de progrès aujourd'hui, c'est bien celui que le temps qui va être consacré par les managers dans le cadre des projets de changement. Pour moi, les deux clés, ou les deux principales clés du changement, c'est 1, la proximité, et 2, l'écoute. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que les ressources humaines soient le plus en amont possible associées au projet. Organiser, conduire le changement en mode projet, pour moi, c'est essentiel. Le timing est important. Et puis je pense qu'il faut aussi peut-être plus d'échanges dans la construction d'un projet avec le réseau. On cherche la pérennité, la durabilité. Et il faut aussi qu'on puisse développer ce terreau de la culture du changement qui là fait bouger beaucoup de lignes. De plus, souvent les intervenants en gestion du changement sont impliqués trop tard dans les projets, donc on devrait les impliquer dès le début. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec des leaders qui concilient leur leadership hiérarchique avec un leadership d'influence, qui sont presque prêts à aller vers du leadership partagé. Un changement réussi, c'est arriver à transformer les organisations ou à amener des changements dans la sérénité, si je puis dire. Pour moi, un changement réussi, c'est un changement qui est durable dans le temps. Donc pour améliorer encore notre capacité à conduire le changement et par rapport à notre expérience, c'est sans doute associer encore plus nos clients. Que tout nouveau projet, tout nouveau changement
je pense qu'il n'est pas assez marketé auprès des équipes qui le reçoivent. C'est continuer à donner de la visibilité aux collaborateurs sur effectivement les changements que nous allons devoir faire. Je pense que quelquefois on prend pour acquis des choses qu'on a dites une fois ou deux fois, et je pense que la communication c'est la répétition, il ne faut pas hésiter à répéter. Un changement réussi, c'est un engagement très fort du manager ou de l'équipe de direction qui engage ce projet. C'est-à-dire qui en parle toutes les semaines à ses équipes, qui dit où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, qui l'évoque de manière régulière, ça fait partie des enjeux des enjeux de la période, et des managers de proximité qui puissent en parler à leurs équipes, qui puissent dire voilà c'est quoi ce changement, pourquoi on le fait. Voilà. Si on a réuni ces deux conditions, un engagement fort de la direction, du management, et des managers de proximité qui parlent tranquillement de ce projet à leurs équipes, 80% du projet est réussi. Peut-être un petit conseil, je dis souvent aux gens, le changement, il ne faut pas que ça soit nécessairement 100% parfait. Ce que je pense aussi, c'est qu'on peut être relativement optimiste en considérant que la génération Y et l'entreprise 2.0, le web 2.0 d'une certaine façon, pousse en faveur de ces nouveaux modes de travail.